Regardez ces physiques, ils sont tous naturels. Il y en a certains qui s'entraînent depuis 8 ans, d'autres depuis 3 ans à peine, quelques-uns depuis seulement 18 mois. La plupart des gens s'imaginent qu'atteindre ce niveau musculaire, ça dépend de la génétique, du dopage ou d'un emploi du temps illimité. Mais les recherches montrent qu'on a bien plus d'influence sur son physique qu'on ne le croit. La majorité des facteurs qui construisent un physique dépendent des choix que vous et moi faisons chaque jour. Et ces choix, ils s'inscrivent dans une pyramide en 5 stades, où chaque niveau s'appuie sur celui d'en dessous. Le problème, c'est que la plupart des gens commencent par le sommet, des programmes de musculation complexes, des compléments alimentaires coûteux, en ignorant les niveaux qui font vraiment la différence. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir votre stade exact sur cette pyramide, ce que vous devez faire à votre niveau et les erreurs que vous êtes probablement en train de faire sans le savoir. Parce que d'après mon expérience, il y a plus de 80% des pratiquants qui restent bloqués au niveau 3 pendant des années. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez pas en faire partie. Le niveau débutant de la prise de muscle, il n'a jamais impliqué rien d'autre que l'entraînement régulier. Et imaginez déjà que là, on a perdu des milliers de personnes. Donc je ne vous dis pas ce que ça va être sur les niveaux supérieurs. Pourquoi c'est si important de faire preuve de régularité? Parce que c'est le socle sur lequel tout le reste va reposer. Vous pouvez utiliser les meilleures techniques d'entraînement, les meilleurs exercices de muscu, les meilleures machines et les meilleurs aliments. Tout ça ne rime à rien si vous ne vous entraînez pas régulièrement. Ça veut également dire que quelqu'un qui a un programme de base pas forcément optimisé, mais qui s'entraîne régulièrement, aura de bien meilleurs résultats que le pratiquant qui connaît tout sur la muscu, mais ne va jamais à la salle. N'oublions pas que la prise de muscle, c'est un processus lent qui prend beaucoup de temps, et la meilleure façon de mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'accumuler un max de séances, aussi souvent que possible. Mais attention, parce que s'entraîner régulièrement, ça ne veut pas dire aller à la salle 6 ou 7 jours sur 7. Ça veut dire avoir un rythme constant, qui ne change jamais vraiment. 3 séances de muscu par semaine régulièrement, c'est toujours bien mieux que 5 séances par semaine occasionnellement. Et du coup, Nassim, c'est bien sympa, mais si on va à la salle régulièrement, on fait quoi quand on y est? Quels exercices? Combien de séries? Combien de répétitions? Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas besoin de se poser ce genre de questions pour l'instant. En tant que débutant, vous avez une seule chose à faire, travailler tout le corps, à chaque entraînement avec des exercices de base. Vous faites 6 exercices par séance. Vous restez 10 minutes sur chaque exercice et fin de l'histoire. Ça fait des séances d'1 heure et vous avez tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Concrètement, pour quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine, ça pourrait donner ça. Première séance, full body. Fente marché, développé couché, tirage vertical supination, overhead press, dips et leg curl. Full body 2, rowing buste penché, développé incliné aux haltères, clean and press, squat, curl incliné, mollet debout. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec les séries, les reps, les récup. Vous avez juste à choisir une charge qui vous challenge un petit peu, vous gardez la même charge et vous faites un maximum de reps pendant 10 minutes en vous reposant quand vous en avez besoin. Vous alternez sur les 2 full body 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois et je vous garantis que vous aurez pris du muscle et que vous serez prêt à passer au niveau supérieur. Ok, c'est là que les choses sérieuses commencent selon moi. Parce que le niveau novice, je pars du principe que c'est à ce niveau qu'on va faire une grande quantité de gains musculaires. Donc c'est une période qui n'est pas à prendre à la légère, pendant laquelle on peut largement métamorphoser son physique. Et pour passer de débutant à novice, la première chose qu'il faut ajouter, c'est bien évidemment les protéines. Attention, il y a d'autres impératifs, mais on les verra juste après. La protéine, c'est vraiment l'élément bâtisseur du muscle. Et si vous prenez un débutant qui va régulièrement à la salle, même avec un programme pas du tout optimisé, et que vous lui faites consommer la bonne quantité de protéines tous les jours, et direct, ça va se traduire par une prise de muscle significative. Je sais que sur moi, ça a fait une grande différence. Parce que quand j'ai commencé la muscu, j'ai été loin du compte niveau prot. Mais je sais aussi que parmi toutes les personnes que j'ai coachées ces 15 dernières années, la quantité de protéines, malheureusement, c'est rarement quelque chose de bien respecté. Pourtant, c'est simple. Vous prenez votre poids de corps, vous le multipliez par 1,8 et paf, là, vous avez votre quota en protéines journalier. Et ça comprend tout type de prot, protéines animales, protéines végétales, protéines en poudre, tout. Par contre, attention, ça, faut le faire tous les jours. J'insiste, si vous avez besoin de 150 grammes de protéines par jour, mais que 2 fois par semaine, vous ratez un repas où il y aurait eu 40 grammes de prot, laissez-moi vous dire que vos progrès seront à coup sûr moins rapides. Et c'est pas tout pour le niveau novice. D'un point de vue entraînement, il faut maintenant comprendre toutes les variables d'un programme de musculation. Et les variables, je vous le rappelle, c'est exercice, série, répétition, tempo, récupération et exécution. Oui, l'exécution des mouvements, c'est une variable de l'entraînement. Il faut que vous sachiez définir ces variables et vous en servir dans un programme d'entraînement. Par exemple, si je montre ce tableau à un novice, il doit savoir quoi faire sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Normalement, en le voyant, vous savez directement où sont les exercices, les séries, les reps, la récupération, sans même que j'affiche les informations. Et si je les affiche, bien entendu, ça devient encore plus clair. On attend aussi d'un novice qu'il sache quels exercices travaillent quels muscles. Si on prend notre séance précédente et qu'on analyse les exercices,
Si vous êtes novice, vous devriez pouvoir me dire quel est le principal muscle sollicité pour chacun des mouvements. On essaye? Sur le développé incliné, c'est évidemment les pectoraux. Sur le tirage vertical, c'est les dorsaux. Sur les fentes marchées, c'est quadriceps ou fessiers, les deux fonctionnent. Sur le soulevé de terre jambes tendues, c'est les ischios. Sur le overhead press, c'est les deltoïdes, antérieurs et moyens pour être précis. Et sur les dips, c'est les triceps. Si vous arrivez à faire tout ça, bravo, vous êtes un novice accompli et vous avez peut-être ce qu'il faut pour passer chez les expérimentés. Et pour ne jamais rater votre quota en protéines, moi j'ai la solution, c'est les repas Prep My Meal. En plus de ça, il y a une nouveauté, Prep My Meal, il lance les sachets XL. Il y a jusqu'à 109 grammes de protéines dans certains sachets. Le repas que j'ai choisi aujourd'hui, 94 grammes de protéines, c'est égal à 2 portions. C'est des sachets d'1 kg. Et puis Prep My Meal, c'est toujours la même chose. C'est pas d'additifs, c'est des ingrédients naturels, c'est des recettes délicieuses qui sont adaptées à tous les objectifs et toutes les contraintes alimentaires. Que vous mangiez que du poisson, que vous mangiez pas de viande, végétale, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Et la préparation, elle est simple comme bonjour. Je mets mon sachet à la poêle, je fais chauffer quelques minutes et je me régale. Prep My Meal, c'est toujours la livraison de vos repas congelés au jour de votre choix. Donc c'est hyper pratique et chaque portion, elle vous revient à 4,44 €. C'est le deal du siècle, mais en plus de ça, j'ai une super promo pour vous à l'occasion des soldes d'été. Vous pouvez avoir 15% de réduction avec mon code NASSIM15. Attention, il ne marche que pendant quelques jours, que pendant les soldes d'été. Après ça, vous pouvez utiliser mon code NASSIM10 pour avoir 10% de réduction, mais profitez des 15% avec NASSIM15 et faites-le aussi vite que possible. Le lien est dans la description. Commandez Prep My Meal et régalez-vous. Est-ce que vous maîtrisez la technique de tous les exercices de muscu? Si vous répondez oui, vous êtes expérimenté. Est-ce que vous savez vous entraîner à l'échec? Si vous répondez oui, vous êtes expérimenté. Est-ce que vous suivez une programmation d'entraînement évolutive et personnalisée? Si vous répondez oui, vous êtes expérimenté. Déjà, parlons de la technique et on va commencer par débunker certaines idées reçues. Non, vous n'avez pas besoin d'une technique parfaite pour prendre du muscle. Mais oui, vous avez besoin d'une technique impeccable pour prendre du muscle pendant longtemps sans vous blesser. C'est un truc qui fait toute la différence. Et quelque chose qu'on a tous rencontré. On a tous croisé des gars ou des filles qui progressent bien au début, mais au bout de quelques mois ou quelques années, ils sont cassés dans tous les sens. Ils ont l'épaule en vrac, le genou qui grince, le coude qui tire, et ça les empêche de continuer à progresser dans de bonnes conditions. Et petit à petit, ils abandonnent ou continuent à s'entraîner avec un programme tout pourri. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Si vous continuez à me voir m'entraîner après 20 ans de muscu, c'est pas de la chance, c'est pas de la génétique, c'est parce que j'ai une technique impeccable, que j'ai pris le temps de bosser. Maîtriser la technique de tous les mouvements, ça implique d'avoir un bon schéma corporel pour savoir lorsqu'on a une mauvaise position. Le schéma corporel, c'est votre capacité à vous représenter votre propre corps dans l'espace. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous devez être capable de savoir comment sont placées vos hanches, vos genoux, votre buste, pour y apporter les modifications si nécessaire. Et ça permet aussi de vous entraîner à l'échec en toute sécurité, puisque vous savez quand et pourquoi votre technique se dégrade pendant une série. D'ailleurs, l'entraînement à l'échec, on va en parler. C'est une nécessité pour être expérimenté. Croyez-moi, très peu de personnes savent s'entraîner à l'échec. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Être expérimenté, c'est pouvoir aller à l'échec sur n'importe quelle séance, n'importe quel exercice, n'importe quel groupe musculaire, et quelles que soient les variables d'entraînement, que ce soit série courte ou série longue, récup courte ou récup longue. Là, je sais, j'ai rajouté une couche de difficulté, mais tout le monde ne peut pas accéder à ce niveau. Et comment savoir si vous vous entraînez à l'échec? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà fait une série d'entraînement à 100% de vos capacités? Est-ce que vous avez déjà fait une série d'entraînement où la douleur était de 10 sur 10? Si vous me répondez « je pense, je crois, c'est possible, j'ai l'impression », c'est que vous vous entraînez pas assez dur. Parce que quand on a connu l'échec musculaire, le vrai, on le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Et un pratiquant expérimenté, il a aussi une programmation d'entraînement évolutive et personnalisée. Et il sait adapter le volume d'entraînement et le choix des exercices en fonction de ses points forts, points faibles et de ce qui lui plaît également. Ça veut dire quoi concrètement? Que si vous suivez un programme sans savoir pourquoi et que vous en changez dans 2 ou 3 mois sans savoir pourquoi non plus, mais juste parce que vous avez besoin de variété, désolé de vous dire ça, mais vous n'êtes pas encore expérimenté. Et c'est peut-être pour ça que vous ne progressez pas aussi vite que vous l'espérez. Une programmation doit être cohérente par rapport à vos objectifs, elle doit être organisée en cycles bien spécifiques qui doivent provoquer des changements bien précis. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, elle est excellente, elle vous permettra de construire votre programme parfait, je vous la mets dans la description. Vous voulez être un pro de la prise de muscle? Alors, il va falloir répondre à ces quelques questions. Sur ce mouvement d'élévation latérale, quelle est la bonne courbe de résistance? Est-ce que c'est la A, la B, la C ou la D? Vous avez 5 secondes. La bonne réponse, c'était la B. C'était difficile? On va essayer avec autre chose. Sur ce pec deck, quelle est la bonne courbe de résistance? Est-ce que c'est la A, la B, la C ou la D? Encore une fois, vous avez 5 secondes. Et cette fois-ci, c'était la A. Pourquoi je vous pose ces questions?
Parce qu'en tant que pro, vous devriez pouvoir identifier en un clin d'œil la courbe de résistance des exercices que vous réalisez. La courbe de résistance, c'est une manière d'illustrer la difficulté d'un exercice sur chaque partie du mouvement. C'est un super outil pour déterminer si un exercice a sa place dans votre programme de musculation en fonction de vos points forts et de vos points faibles. Et ça permet de mieux les programmer avec d'autres mouvements complémentaires. Et savoir dessiner une courbe de résistance, c'est pas si compliqué, et je vais vous apprendre ça tout de suite. On va prendre l'exemple des élévations latérales effectuées aux haltères. Après avoir tracé notre abscisse et notre ordonnée, on est prêt à illustrer notre courbe de résistance. Sur la gauche de l'abscisse, c'est la position étirée de l'exercice. Donc, lorsque on a les bras le long du corps, le début d'une élévation latérale. Sur la droite de l'abscisse, c'est la position contractée. Donc, lorsque vous avez le bras en l'air. On va juste dessiner 2 points. En position étirée, quelle est la résistance sur des élévations latérales? Étant donné qu'on peut rester plusieurs minutes les bras le long du corps, quel que soit l'haltère qu'on a dans la main, la résistance elle est égale à 0. Le muscle ne travaille pas dans cette position. On dessine donc un point sur le bas de l'ordonnée. Par contre, sur la position contractée à la fin du mouvement, à quel point travaille le deltoïde? Si vous avez besoin d'un petit repère, combien de temps vous pourriez tenir cette position sans bouger avec un haltère de 6 ou 8 kg? Vous commenceriez à fatiguer assez vite. C'est là que la résistance est la plus importante. Et pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est en fait dans cette position où le bras de levier est le plus important. Et la position étirée, le bas du mouvement, c'est la position où le bras de levier était égal à 0 en fin de compte, puisque l'haltère était directement en dessous de l'articulation de l'épaule. Donc on a réussi à dessiner nos 2 points. Un premier sur la position étirée, un premier sur la position contractée. On a juste à lier ces 2 points. Pour plus de facilité, en général, on fait une ligne droite, mais en réalité, étant donné que notre articulation nous permet de faire un mouvement circulaire, eh bien la courbe de résistance sera, comme son nom l'indique, plutôt en forme de courbe. Mais ça, c'est pas trop important, parce qu'au premier coup d'œil, on devrait pouvoir identifier la courbe de résistance, et que ce soit une droite ou une légère courbe, au final, ça change pas grand-chose. Par contre, on peut essayer de faire la même chose avec des élévations latérales à la poulie basse, et vous allez voir que la courbe de résistance est tout à fait différente. Pour plus de facilité, on va partir du principe qu'on a réglé la poulie le plus bas possible. Et on fait exactement les mêmes mouvements, élévation latérale, pour travailler le deltoïde moyen. En position basse, lorsque le bras est le long du corps, on a un tout petit peu de résistance, puisqu'on a un petit bras de levier. En haut du mouvement, lorsque le deltoïde est contracté, on a également un petit peu de résistance, puisqu'on a un léger bras de levier. Par contre, là où on a la plus grosse résistance, c'est au milieu du mouvement, lorsque le câble est perpendiculaire avec le bras. C'est là où le bras de levier est le plus grand et c'est là où le deltoïde moyen travaille le plus. Donc là, on a déjà pu dessiner nos 3 points, au début, au milieu et à la fin. Et vous voyez que cette fois-ci, la résistance, ça fait plutôt une forme de cloche. Donc on a d'un côté élévation latérale avec haltère et élévation latérale à la poulie basse, 2 exercices où le bras bouge exactement de la même façon, mais des courbes de résistance totalement différentes, et donc des effets sur le muscle un petit peu différents. C'est pour ça que ces 2 exercices doivent être programmés spécifiquement dans votre programme de musculation, et qu'en fonction des profils, une variante sera peut-être plus intéressante qu'une autre. Mais pas si vite, c'est pas terminé. Un pro maîtrise aussi le concept de courbe de force. Et là, vous commencez à me regarder bizarrement. C'est pas pareil une courbe de résistance et une courbe de force? Eh bien non, pas du tout. La courbe de résistance, elle est indépendante à l'exercice que vous allez effectuer. Pour chaque exercice et chaque variante d'exercice, il y a une courbe de résistance. La courbe de force, elle est indépendante aux muscles que vous allez travailler. Le biceps a une courbe de force un peu différente des pectoraux, qui ont eux-mêmes une courbe de force différente des ischios. Et la courbe de force, c'est l'illustration de la force produite par un muscle sur chaque partie de son amplitude. Le truc, c'est que la courbe de force de mes pectoraux, elle est peut-être différente de vos pectoraux, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes insertions, on n'a pas la même quantité de tendons, on n'a pas le même galbe, et tout ça a une influence sur la force produite pendant une répétition. C'est quand même passionnant. Si c'est la première fois que vous entendez tout ça, c'est que vous n'êtes pas encore au niveau pro. Mais je vous rassure, il y a même des coachs diplômés d'État qui savent pas ce qu'est une courbe de résistance ou une courbe de force. C'est vous dire à quel point c'est une catastrophe. On va continuer avec une autre question. Le hip thrust. À votre avis, c'est un exercice à forte tension d'étirement ou à forte tension de contraction? C'est forte tension de contraction. Et le tirage bûcheron, c'est étirement ou contraction? C'est contraction également. Et le soulevé de terre jambes tendues, c'est étirement ou contraction? C'est plutôt étirement. Et les dips à la machine pour les triceps, c'est étirement ou contraction? Ah, celui-là, il est compliqué. Eh bien, c'est aucun des deux, parce que c'est un mouvement qui exploite bien la relation tension-longueur, mais qui n'est ni à forte tension d'étirement, ni à forte tension de contraction. Petit rappel, les exercices à forte tension de contraction sont souvent plus faciles à sentir, donc pas mal à utiliser quand on a un point faible, le temps de le rattraper assez pour utiliser des exercices à forte tension d'étirement qui sont plus compliqués à ressentir,
mais probablement plus efficace pour la prise de muscle. Si vous avez répondu juste à toutes ces questions, alors bravo, vous savez de quoi vous parlez et il est fort probable que votre physique illustre bien vos connaissances. Vous êtes un pro et peut-être même que vous pourriez passer au niveau supérieur. Le niveau maître, il demande une chose, c'est de savoir parfaitement utiliser la contraction volontaire. Ok, c'est bon, je plaisante. Commencez pas à me tomber dessus dans les commentaires, j'étais obligé de la caler celle-là. Mais blague à part, le niveau maître, je l'aime bien parce que c'est un peu le retour aux sources et la reconnexion avec ses sensations. Quelque chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui avec les entraînements science-based. Un pratiquant qui est arrivé à ce niveau, il sait. Il sait quand il faut aller à l'échec, il sait quand il faut changer de programme, il sait quand il a fait une bonne séance. Il n'a plus besoin de traquer ses performances, son tonnage, son RPE ou autre. Il sait. Et croyez-moi, ces pratiquants-là sont très très rares. Et c'est pas juste une question d'années d'expérience. Certains gars à la salle s'entraînent depuis des décennies, mais ils ne savent rien. Ils s'entraînent toujours au hasard, sans savoir pourquoi et comment, et en général, ça se voit sur leur physique. Je dis pas ça pour être méchant, c'est juste la réalité. C'est une catégorie de pratiquants tellement rare que sur les, 100 ou 200 000 personnes qui vont voir cette vidéo, ça concerne à tout casser une petite centaine de pratiquants, donc 0,01%. Ça fait pas beaucoup. Mais je vous ai dit que peu de personnes pouvaient prétendre à ce titre. Et si vous avez un doute, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous avez la certitude d'avoir bien travaillé pendant votre dernière séance de muscu? Et je parle pas de surcharge progressive, de record personnel, de congestion ou autre. Je parle d'une certitude profonde d'avoir construit du muscle. Dit comme ça, je comprends que ça puisse paraître bizarre. Pourtant, si un jour vous aspirez à avoir un physique légendaire, c'est un peu l'objectif à atteindre. Et d'ailleurs, cette reconnexion à ses sensations et la certitude de bien faire, on la retrouve dans tous les autres sports. Quand vous voyez un sportif de haut niveau, jouer au foot par exemple, vous sentez que tous ses mouvements sont naturels, précis, instantanés. Il ne va pas réfléchir à faire un bon contrôle. Il ne va pas réfléchir à mettre une bonne frappe. Il sait quoi faire, comment le faire et quand le faire. Évidemment, je m'estime être dans cette catégorie. On ne va pas commencer à faire de la fausse modestie. Et je dirais qu'il m'a fallu environ une douzaine d'années pour y arriver. C'est beaucoup, mais en même temps, pas tant que ça parce qu'avec le recul, je trouve que c'est passé assez vite. Et je trouve d'ailleurs que c'est le temps que ça m'a pris pour atteindre le max naturel. Parce que même si j'ai pas non plus énormément changé entre ma 8e et ma 12e année de muscu, j'ai quand même pris une quantité non négligeable de muscles. Par contre, depuis mes 12 ans de muscu, il se passe plus grand chose et le défi maintenant, c'est plutôt d'éviter de perdre trop vite du muscle avec les années qui passent. Maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires pour me dire à quel niveau vous appartenez et après avoir commenté, n'oubliez pas d'aller sur Prep My Meal et de commander vos repas avec mon code NASSIM15 pour avoir 15% de réduc en plus des soldes d'été. Et sinon, mon code NASSIM10 est toujours valable après les soldes. Et si vous aimeriez savoir à quel niveau de perte de gras vous appartenez, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle s'affiche juste là. Donc, allez-y, cliquez vite dessus.